Je suis revenu au village et j'ai pris en bail 40 hectares de vergers de montagne. Les plants d'agrumes venaient d'être plantés. Mon voisin Walter a amené plus de 4000 poulets en liberté. Le troupeau a gratté la planche de semis, retournant tout le sous-sol. Il se tenait au pied de la colline, appuyé sur un bâton de bambou, et a crié que ses poulets étaient pleins d'énergie. Mais je n'ai pas discuté, et chaque soir, il jouait aux cartes à l'entrée de la ville, pendant que je dispersais des insectes séchés riches en protéines dans le vallon arrière. Le 3e jour, pas un seul de ces poulets n'est revenu quand il a appelé. Ce soir-là, je vérifiais les raccords des tuyaux d'irrigation goutte à goutte quand j'ai entendu un bruit de battement d'ailes au pied de la colline, et puis les poulets sont devenus fous. Ils ont gloussé et se sont dispersés partout. Tous les 4000 et quelques poulets ont remonté la pente comme si une vanne s'était ouverte, déferlant depuis le bas, et en un éclair, ils ont envahi la planche de semis. Ils grattaient avec leurs griffes, picoraient avec leur bec. Sur la pente raide, les jeunes plants ont été arrachés par les racines. Aux extrémités brisées adhéraient encore des gouttelettes d'eau de leur plantation toute récente. Quelques-uns ont été traînés à un demi-mètre, leurs extrémités toutes broyées. Walter se tenait au pied de la colline, appuyé sur son bâton de bambou, le cou tendu vers le haut. Sa voix était forte et claire, comme s'il avait peur que quelqu'un n'entende pas. Il a frappé le bâton de bambou par terre. Et a dit que ses poulets étaient vraiment vifs, ajoutant qu'il était un peu à court d'argent ces derniers temps. Le poulailler est si sale qu'on peut même pas y mettre les pieds. Alors laisse-moi les garder dans ton verger quelques jours. Ce qui m'a fait serrer la pointe du bambou dans ma main. J'ai dit à Monsieur Walsh que les plants venaient d'être plantés hier. Mais il m'a dit de ne pas m'inquiéter de combien les poulets pouvaient manger, disant qu'ils picoreraient quelques insectes et mauvaises herbes, ce que je devrais considérer comme une fertilisation et un désherbage gratuit, et a demandé si je n'étais pas diplômé de l'université, puisque les livres appellent ça l'agriculture écologique. Et avant que je puisse dire un mot, il a attrapé son bâton et est parti. Il a crié que quand les poulets pondraient des œufs, il m'en apporterait quelques-uns pour goûter. Mais il était déjà parti. J'ai ramassé un plant brisé dans la terre. La cassure était sèche, couverte de boue jaune. Pas un seul plant sur la pente n'était resté entier. La planche de semis était déchirée, le sous-sol apparent. Racines peu profondes, picorées à blanc, une tache blanche et nue. La tige brisée s'est enfoncée dans ma paume. Les plants ont coûté 10 à 8 000 euros, la préparation du terrain 4 000 euros, et l'engrais de base 2 400 euros. Mes parents travaillent dans le sud, leurs économies de toute une vie, tout investi là, dedans. Mon téléphone a sonné. C'était papa. Je ne pouvais pas lui dire la vérité. J'ai juste réussi à dire que tout allait bien, et le lendemain matin, le chef du village, Monsieur Evans, est monté au verger, en tirant sur sa pipe. Il se tenait au sommet de la pente, et une mer de poulets en liberté a inondé sa vue. Il a failli laisser tomber sa pipe. Walter est un sacré numéro. Quelqu'un comme Chloé ne l'affronte pas de front. L'année dernière, ses moutons sont entrés dans le champ de maïs d'Arthur. Ils ont mangé tous les plants en épis. Arthur est allé au centre communautaire pour plaider sa cause. Mais on lui a extorqué 100 euros pour des frais médicaux. Son fils Wyatt est tout aussi mauvais. T'es une gamine. Tu n'es même pas encore installé dans le village. Ce sera encore plus dur. Si tout le reste échoue, va lui offrir une cigarette. Dis quelques mots doux. S'il sauve la face, peut être que ça se tassera. Va lui offrir une cigarette. Dis quelques mots doux. Alors je ne pourrai plus jamais relever la tête par ici. Ce soir-là, j'ai appelé mon ami d'enfance Liam. Il tient un magasin de fournitures agricoles en ville. Après lui avoir raconté toute l'histoire, il est resté silencieux au téléphone longtemps. Quand il a parlé à nouveau, sa voix était très basse. La manière forte ne marchera pas. Et c'est la manière douce. Viens me voir au magasin demain. Le lendemain, Liam et moi nous sommes retrouvés à son magasin de fournitures agricoles. Des sacs d'engrais étaient empilés dans son magasin. L'air sentait le fourrage. Il a sorti un sac en toile de dessous l'étagère et a dénoué l'ouverture. Les granules beiges étaient dodus et sèches, avec une odeur sucrée et poissonneuse. J'en ai pris une poignée. C'était légèrement collant. Des insectes séchés riches en protéines utilisées dans les fermes. Teneur en protéines 40%. Les poulets en liberté ont un point faible, la gourmandise. Donne-leur chaque jour la meilleure nourriture vivante, et ils te verront comme leur montagne. Une fois qu'ils auront goûté ça, tout le reste, même le maïs leur semblera fade. Walter joue aux cartes à l'air de battage tous les après-midi. Tu chronomètres pour disperser la nourriture pour les poules. Ne laisse pas encore Walter le savoir. Commence par de petites quantités, puis augmente. Continue pendant 30 jours. D'accord, je te vire l'argent plus tard. Liam m'a aidé à charger les insectes séchés sur la charrette utilitaire. Cet après-midi là à 5 heures, le soleil s'appuyait contre la crête. J'ai garé la charrette au pied de la colline. Portant un seau en plastique, je me suis dirigé vers le vallon. Les plants picorés par les poules étaient encore inclinés sur place. Je ne les ai pas touchés. Je me suis accroupi, j'ai attrapé des insectes séchés et je les ai dispersés. Les granules sont tombés dans l'herbe, roulant densément en bas de la pente. Quelques coqs audacieux sont venus d'abord inspecter. Ils ont incliné la tête et ont picoré une fois.
Puis le troupeau a déferlé, battant des ailes, griffes grattant le sol, soulevant une poussière haute d'un demi-pied. Les insectes séchés ont disparu en un instant. Les poules traînaient encore aux alentours, creusant la terre de leurs griffes. Je me suis levée, tenant le seau vide d'une main, ouvrant les notes de mon téléphone de l'autre. Jour 1, insectes séchés, 30 €. Pertes estimées, 14 000 €. Dans les jours qui ont suivi, l'application Notes était remplie de lignes denses de chiffres. Jour 2, 34 €. Jour 5, 52 €. Jour 8, 106 €. Les insectes séchés riches en protéines que je donnais aux poules sont passés d'un seau à un sac entier. Le 8e jour, avant même que j'arrive, le troupeau s'entassait déjà sur ce terrain plat, tendant le cou et appelant. Leurs plumes devenant de plus en plus brillantes, leurs crêtes si rouges qu'elles semblaient sur le point de dégouliner de sang. Chaque soir, Walter se promène les mains derrière le dos. Les étudiants savent vraiment élever les poules. Regarde comme mes poules sont dans ton jardin. Elles sont pleines de vie. Je t'enverrai plus d'œufs plus tard, tu y gagneras quand même. Je ne me suis pas disputée avec lui. Jour 10. La pente au pied de la colline se détachait à force de picorer. On enfonçait la moitié de la chaussure en marchant. Si elle continue à picorer comme ça, quand la saison des pluies arrive, toute la terre glissera de la pente. J'ai acheté des piquets en bois et une clôture périphérique en ville. J'ai mis 3 jours à installer la clôture autour du verger. J'ai enroulé 3 couches de gaz autour de mes mains pour que les ampoules ne continuent pas à suinter. J'ai réussi à empêcher les poules d'entrer, mais le lendemain matin, un grand trou avait été déchiré dans la clôture. 5 piquets en bois avaient été arrachés. Les poules se faufilaient par l'ouverture. Je suis restée silencieuse. Cet après-midi-là, j'ai remis les piquets en place et réparé la clôture. La nuit, je me suis assise derrière le jardin en regardant le flux de sécurité mobile. Je vérifiais le verger toutes les 2 minutes. De 10 heures jusqu'aux petites heures. Un peu après 3 heures du matin, près de la lisière du verger, une silhouette s'est approchée furtivement. La silhouette était en train de forcer la clôture. J'ai braqué ma lampe torche puissante dessus. Quelques mèches de cheveux blonds. C'était le fils de Walter, Wyatt. Il a plissé les yeux vers moi dans la lumière. Ni l'un ni l'autre n'avons dit un mot. Quelques insectes ont traversé le faisceau. Il a soudainement juré quelque chose. S'est retourné et a marché dans l'obscurité. Il a fracassé son pied de biche par terre. Le lendemain matin, sous le regard de la moitié des gens du coin, j'ai enfoncé tous les piquets en bois à nouveau. J'ai mis de grosses pierres à la base. La façon dont j'ai balancé cette masse n'était pas différente de celle d'un homme fort. Wyatt restait là à regarder, les yeux plissés en fente. Mais il n'a pas osé dire un mot. Jour 12. Les commérages étaient bruyants sur la place de la ville. Si cette fille, Chloé, se calmait un peu, elle aurait pu obtenir une dot de 30 000 €. Elle a refusé 30 000 €, juste pour faire pousser des arbres fruitiers. Et maintenant, regardez-la. Elle a trop peur pour tenir tête à Walter et à son fils. Elle n'ose même pas respirer. Je suis passée devant. Ils m'ont vu juste à ce moment-là. Ils se sont tous tus. Je n'ai rien dit non plus. Je leur ai juste hoché la tête, et j'ai continué à travailler. Le mémo de mon téléphone vient de se mettre à jour. Perte actuelle, 6 000 €. Mais la plupart des poules ne mangent plus que des insectes séchés maintenant. Jour 15. Walter devenait confus. Qu'est-ce qu'elles ont, ces poules? Elles ne veulent même pas manger le maïs fraîchement planté. C'est vraiment bizarre. Avant, elles se battaient pour ça, mais maintenant, elles n'y touchent pas. Il discutait avec moi, les yeux pleins de calculs. Il y a trop d'insectes dans le verger. Elles sont repues, donc pas besoin de manger en rentrant. Quand même, ça ne devrait pas être comme ça. Il est reparti tout seul, toujours pensif. Ce qu'il ne comprend pas, moi oui. Jour 20. Walter est venu au verger pour chasser les poules. Cette fois, il a apporté un bâton plus long. Il a sifflé en bas de la pente. Il a sifflé 3 fois. Les poules ont sorti la tête des bois, ont regardé autour, puis ont rentré la tête. Il a couru d'avant en arrière sur la pente, les bas de son pantalon couverts de bardanes et d'herbes cassées. Il est tombé 2 fois. Son visage était couvert, égratignures sanglantes causées par les hautes herbes. Des dizaines de poules ont survolé la tête de Walter, caquetant bruyamment, des plumes de poules partout. Walter allait se lever mais s'est étouffé avec les plumes et est retombé. Marthe cueillait des légumes sauvages à proximité et a ri malgré elle. Walter, qu'est-ce qu'elles ont, tes poules? Pourquoi elles ne t'écoutent plus? Quelques gens du coin ont étouffé leur rire. Walter était rouge du visage au cou. Ses veines ont palpité 2 fois, 1 heure plus tard. La plupart des poules ont été chassées en bas de la colline. Quelques centaines se sont précipitées dans les buissons. Elles ont refusé de sortir, ne montrant que le bout de leur crête. Même les poules se révoltent. Les gens du coin ont retenu leur rire. Ils ont continué leur travail. Je me tenais dans la remise et regardais, jusqu'à ce qu'ils portent une perche en bambou, tout en jurant en descendant. Puis j'ai sorti mon téléphone de ma poche. Et j'ai écrit dans ma note, jour 20. Total des dépenses en insectes séchés, 1244 €. Jour 22. À l'aube. Walter se tenait à la porte de ma cour. Il a commencé à crier. Sale voleur de poules. Tu oses voler chez moi? Il avait la cinquantaine. Son visage était écarlate. Maintenant,
Il ressemblait à un singe ridicule. Quelqu'un a ouvert une fenêtre et l'a appelé. Walter. Quoi? Tu ressuscites les morts si tôt? Quelle ordure a volé mes poules? 800 d'entre elles. 800. C'est une grosse perte. La voisine a voulu rire, mais elle s'est retenue. Walter a lancé un regard féroce au type. Puis il s'est retourné et m'a regardé. Chloé, sois honnête avec moi. Ton verger a été cambriolé? Nos poules ne se cachent que dans ton verger. J'ai compris l'allusion. Ces poules n'ont pas été volées, elles se cachent dans mon verger et refusent de rentrer avec lui. Dans ce cas, pourquoi ne pas appeler la police pour moi, monsieur Walsh? Si Walter ose vraiment appeler les flics, il n'a pas besoin de faire des remarques sarcastiques juste devant moi. Il est resté planté devant mon portail pendant des heures. Je vais en avoir le cœur net tôt ou tard. Je l'ai regardé s'éloigner. Et je suis resté à la porte avec un sourire. Dans quelques jours, ces poulets, de plus en plus, ne repartiront pas avec lui. Jour 25. Le nombre de poulets prêts à repartir avec Walter a chuté de 700 supplémentaires. Il a jeté toute dignité par la fenêtre. Il est allé directement se plaindre à Monsieur Evans. Chloé a dû droguer mes poulets. Sinon, pourquoi ne viendrait-il pas avec moi? Evans, usé par ses jérémiades, n'a eu d'autre choix que de venir me voir. Chloé, sois franche avec moi. Qu'est-ce qui se passe vraiment avec les poulets de Walter? Evans, les insectes séchés viennent de la boutique de Liam. Les poulets les adorent, qu'est-ce que je peux y faire? S'il pense qu'il y a un problème, qu'il aille vérifier lui-même. Monsieur Evans en est resté interdit. Il a froncé les sourcils et n'a pas insisté. Il m'a regardé, certaines choses, on ne peut pas les dire, et on n'a pas besoin de les dire. Monsieur Evans est sorti les mains derrière le dos. À partir de ce jour-là, les commérages sous le grand arbre à l'entrée de la ville ont changé de ton. Quand Walter a conduit ses poulets dans le verger de quelqu'un d'autre, il n'a jamais pensé que ce jour arriverait. Les poulets, ils vont vers celui qui les nourrit. Chloé va dans la vallée chaque jour pour déposer des insectes séchés. Les poulets savent de quel côté leur pain est beurré. Son poulailler n'est plus qu'une coquille vide. Il ne reste pas une seule plume. Tous pondent des œufs dans son verger. Ah, j'ai entendu qu'il est allé se plaindre à Monsieur Evan, qu'il a dit qu'elle les avait drogués. Qu'est-ce que Monsieur Evan pouvait dire? Tu as conduit tes propres poulets sur sa terre. Maintenant, regarde, ils sont déjà passés chez elle. S'il ne vend pas, il n'aura même pas une plume. Mais s'il vend, où est sa fierté? En entendant tout cela, une impulsion soudaine m'a saisi. Un verger est parfait pour l'agriculture intégrée. Les poules mangent les insectes et leurs fientes fertilisent le sol, ce qui fait mieux pousser les arbres. Ce baratin que Walter m'a servi pour m'arnaquer avait en fait un certain sens. Mais les jeunes plants avaient été plantés il y a seulement 2 jours. Un troupeau de poules qui se précipite pour gratter. Ça ne fertilisait rien du tout. Ça déchirait les jeunes pousses. Mais maintenant, c'est différent. Les jeunes plants ont pris racine. Les poules se sont attachées à cet endroit. Maintenant, c'est à mon tour de renverser la situation, d'utiliser sa propre logique contre ces poules. J'ai appelé Liam. Et je lui ai dit mon plan. Liam est resté silencieux un instant au téléphone, puis il a ri doucement. Walter n'a que 2 options maintenant. Soit me vendre ses poules à bas prix, soit regarder les poules faire la fête sur ta montagne, et il n'en tirera pas une seule plume. Avec l'approbation de Liam, j'ai commencé à construire un poulailler à la lisière du verger. Des poteaux en pin pour les fondations, des tuiles en amiante pour le toit, des abreuvoirs et des mangeoires alignés. Walter est venu directement. Chloé, tu essaies de voler mes poules. Monsieur Walsh, si vos poules sont prêtes à retourner avec vous, je ne vais pas les arrêter. J'ai déjà construit ce poulailler. Ce n'est pas comme si je ne pouvais pas acheter des poules ailleurs. Toi, Walter était furieux. Les veines saillaient à ses tempes. Bien sûr, il savait que les poules ne le suivraient pas. Depuis des jours, il traînait au pied de la montagne. Dès que les poules voyaient sa perche en bambou, elles filaient dans les bois, plus vite que devant une belette. Walter m'a lancé un regard furieux, puis il s'est retourné et a descendu la montagne. À mi-chemin, son pied a glissé. Il a presque fait une chute. Les jours suivants, Walter n'est pas venu me voir. Il n'est même pas venu chasser les poules. Jusqu'au 6e jour, il est venu frapper à ma porte. Chloé, puisque tu veux garder ces poules, je te les laisse. On est tous du même village, je te fais un rabais. Quoi, Monsieur Walsh, vous voulez les vendre à bas prix? Oui, pas cher. $30 la poule. Pour 4000, donne-moi $100 000. Je peux vous donner $20 000 au maximum. $20 000? Monsieur Walsh, vos poules ne mangent que mon grain maintenant. Vous avez soufflé dans votre sifflet jusqu'à ce qu'il casse, cassé votre canne en bambou, et vous êtes rentré avec le visage tout griffé. Votre poulailler est vide maintenant. En plus, ces poules, le prix du marché est au maximum $20 pièce. Espèce de serpent. Tu es trop avide. Monsieur Walsh, vos poules dans mon verger, je n'y perds rien. Elles mangent les nuisibles, aèrent la terre, fertilisent, ce qui m'économise des pesticides. Je ne suis pas pressé. J'ai vu Walter se préparer à cuisiner au bois. Walter est resté là, il a réfléchi longtemps. D'accord, $20 000. Je suis allé à la banque, j'ai retiré $20 000 en liquide, et je les ai posés sur la table. Et j'ai glissé le contrat sur la table. Il a compté l'argent 3 fois avant de signer, il a fourré le contrat et l'argent dans son sac en toile.
Avant de partir, il m'a lancé un regard mauvais. J'ai vu Walter sur son téléphone, notant une autre note. Acheter 4000 poules en liberté, dépenses, $20 000. Perte du verger, environ 10 à 8 000 $. Valeur marchande des poules, environ $60 000. Frais d'insectes séchés, etc., environ $2 000. Bénéfice de cette étape, environ $20 000. Après avoir tapé le dernier mot, dehors, sous la fenêtre, 4000 poules étaient entassées sur le versant ombragé, se bousculant pour la nourriture. 4e jour à la tête du troupeau. Le téléphone a sonné. Chloé, quelque chose ne va pas. La voix de Liam était pressante et grave, le moulin à aliments en amont est en maintenance. Plus les fortes pluies récentes ont emporté le pont vers la montagne. Les insectes séchés hyperprotéinés sont épuisés. Mon stock ne te durera que 2 jours de plus. Au mieux, 1 semaine pour se réapprovisionner. Compris. J'ai observé les poules sur la colline. Elles tournaient autour de la mangeoire, elles ne savaient pas que dans 2 jours ces auges seraient vides. Une fois les insectes séchés épuisés, affamés, elles recommenceraient à gratter le sol, déterrant les jeunes pousses d'agrumes fraîchement germées. Ces plants ne pourraient pas supporter un autre coup. J'ai sauté sur le chariot utilitaire et je suis sorti de la ville. Au magasin d'aliments de la ville, les insectes séchés étaient en rupture de stock dans tout le département. Même les élevages de poules n'en avaient pas assez pour nourrir leurs propres bêtes. Les silos à grains avaient des tonnes de grains de maïs, en abondance et bon marché, mais inutiles. Ces poules ont été gâtées par les insectes séchés. Quand la batterie du chariot est passée dans le rouge, je suis passé par hasard devant une scierie abandonnée dans la ville voisine. Une moitié de la grille en fer était rouillée. Il y avait des montagnes d'écorce pourries empilées dans la cour. La sciure de bois avait fermenté, et l'odeur aigre m'a frappé de loin. J'ai freiné brusquement, le chariot a laissé une trace de freinage sur le chemin de terre. L'écorce pourrie au pied du mur se décomposait depuis des années. Elle était devenue brun foncé. Je l'ai repoussée du pied. En dessous, c'était humide et chaud. Des larves blanches, des vers gris-noirs. Ils étaient serrés les uns contre les autres. Quand la lumière les frappait, ils s'enfonçaient profondément. Je me suis arrangé avec le patron pour 2 paquets de cigarettes. J'ai eu toute cette écorce pourrie. De toute façon, il allait payer quelqu'un pour l'enlever. Je suis aussi allé à l'huilerie en ville. Le son d'arachide était entassé dans un coin de l'entrepôt. Le résidu après pressage d'huile, l'huilerie trouvait que ça prenait de la place. Avec l'argent économisé en transportant l'écorce, j'ai chargé quelques centaines de kilos de son d'arachide sur la charrette. De retour au verger, Arthur et Marthe attendaient déjà. Je leur avais demandé de donner un coup de main temporairement. Nous avons creusé une fosse peu profonde du côté nord, à l'ombre. Nous avons tapissé le fond d'écorce pourrie et de copeaux de bois, puis tassé. Nous avons étalé une couche de son d'arachide par-dessus. Les miettes jaunâtres tombaient sur l'écorce brun foncé, comme une couche de gros sel. J'ai versé 2 seaux d'eau de rinçage de riz par-dessus. L'eau a imbibé la couche inférieure. L'écorce a grésillé. J'ai aussi ramassé autour du verger quelques fruits pourris avec des trous d'insectes. Je les ai écrasés et jetés dedans. Arthur a pris une poignée d'herbe sèche et l'a étalée par-dessus. J'ai sorti le filet d'ombrage de la charrette. Nous deux, chacun à une extrémité, nous l'avons déployé et recouvert. Juste à ce moment, Walter s'est approché en flânant. Une fille qui a beaucoup lu, c'est vraiment autre chose. Et tu peux élever des poules avec un tas d'écorce pourrie. Il se tenait près de la fosse, les mains sur les hanches, comme s'il se parlait à lui-même. Mais il le disait clairement pour que nous l'entendions. Je parie que tes 4000 poules finiront mortes ou malades. Tu n'auras même pas le temps de pleurer. Arthur s'apprêtait à répliquer immédiatement, mais je lui ai fait un regard pour l'arrêter. Il a ravalé ses paroles. Marthe a aussi détourné le visage, trop paresseuse pour répondre. Aucun de nous ne lui a prêté attention. Walter a grogné et s'est éloigné. Après ça, il est passé se promener plusieurs jours de suite, espérant voir comment j'allais tuer les poules en les nourrissant. 3 jours plus tard, j'ai soulevé le filet d'ombrage devant lui. L'odeur aigre fermentée mêlée au son d'arachide et cet arôme sucré de vin a jailli. J'ai soulevé la couche supérieure d'herbes sèches et de feuilles, et les blanches larves s'étaient multipliées plusieurs fois. Chacune était bien dodue. Elles se tortillaient à travers l'écorce pourrie et les copeaux de bois. Les vers gris étaient tous entassés au fond, plus du double par rapport à la semaine dernière. J'ai ramassé une pelletée, moitié larve, moitié copeaux de bois, je l'ai portée dans un espace dégagé du verger, et je l'ai vidée d'un coup. L'essaim s'est dispersé instantanément, comme une poignée de graines de sésame noir renversées sur le sol. D'abord un coq a déboulé, puis un autre, puis tout un groupe, alors que des bruits d'ailes, de gloussements et de grattements venaient de partout, et le groupe a convergé vers la clairière comme une marée. Walter se tenait près de mon bac de fermentation, et je sentais tout le coteau bouger, son visage sombre, tandis qu'Arthur s'appuyait sur sa houe, regardant les poules s'agiter à ses pieds, en se léchant les babines. Eh bien, ces poules n'ont pas crevé de faim après tout. Elles ont l'air encore plus vives. Walter a grogné, se tournant et s'éloignant, tandis qu'Arthur, Marthe et moi continuions à nourrir les poules, les 4000 poules qui grattaient partout, après avoir mangé l'aliment fermenté, se sont mises à somnoler sous les arbres, les yeux mi-clos. Leurs crêtes étaient rouges vifs et leurs yeux brillaient,
et quand quelqu'un passait, elle levait la tête, puis remettait la tête sous l'aile. 5 jours plus tard, Liam m'a apporté de nouveaux insectes séchés riches en protéines, et en voyant ces poules luisantes, il n'a pas pu s'empêcher d'attraper un filet pour en attraper une, la soulevant et la pesant dans sa main, en disant « Ces poules sont solides, et quand la ferme avicole de la ville achète une tonne, tu sais combien coûte l'aliment hyperprotéiné ? Je sais. Tu as rapporté de l'écorce pourrie avec seulement 2 paquets de cigarettes, ajouté quelques seaux d'eau de rinçage du riz, et fabriqué quelque chose de bien meilleur que le leur. Tu n'auras plus besoin de m'emprunter de l'argent pour l'aliment. » Alors que le pick-up s'éloignait, je suis rentré et j'ai ouvert le livre de comptes, et sur une nouvelle page, j'ai écrit « Mise au point d'une méthode de ferme de fermentation d'insectes vivants. Coût de l'aliment réduit de 50%, les poules ont pris du poids de manière significative, et le taux de ravageurs du verger a chuté simultanément. Note, les poules sont rassasiées, restent immobiles et ne grattent pas le sol, protégeant les racines des jeunes arbres, tandis que dehors, sous la fenêtre, 4000 poules gisaient dans le coucher de soleil, si silencieuses qu'on n'entendait que le vent souffler, le bruissement des feuilles, et des gloussements occasionnels. Matin du 9e jour. J'ai trouvé la vanne bouchée. Pendant ma ronde, j'ai remarqué que la pression du goutte était anormale, j'ai suivi le tuyau en aval. Je me suis arrêté au puits de vanne principal au pied de la colline. Quelqu'un a forcé le couvercle du regard. Des éclats de ciment frais autour du bord. Je me suis accroupi pour vérifier. Le ciment et le gravier ont obstrué la vanne et l'ont bloquée solidement, déjà à sec. Ils savaient où se trouvait la vanne, et ils savaient comment la bloquer. Ils ont utilisé du ciment humide prémélangé. Quelqu'un qui savait ce qu'il faisait a fait ça. Je me suis levée. Je n'ai pas agi comme une débutante qui se plaint ou jure. J'ai appelé Liam. Cette même nuit, une pompe diesel et des centaines de mètres de tuyaux industriels allaient jusqu'au ruisseau dans le ravin. Nous avons contourné la vanne obstruée et pompé l'eau depuis plus en aval. Dans la conduite principale du goutte. Problème d'eau résolu. J'ai acheté à l'épicerie du village 2 bouteilles d'alcool et une cartouche de cigarettes. Arthur m'avait beaucoup aidé, mais depuis mon retour au village, c'était ma première visite officielle chez lui. Arthur, tu as construit le poulailler et creusé l'étang tout gratuitement. J'ai posé l'alcool et les cigarettes sur la table. Aujourd'hui, je suis venu pour discuter de quelque chose de sérieux. Mon verger s'est développé. Ramasser les œufs, nettoyer les poulaillers, mélanger la nourriture, vérifier les tuyaux, je ne peux pas tout gérer toute seule. J'aimerais que toi et Madame Cheng m'aidiez. Le salaire est de 30 € par jour, payé en liquide. Déjeuner inclus. Arthur n'a pas bougé. Et je veux aussi te demander de sonder sur qui d'autre au village est fiable et bon au travail. Tu pourrais te renseigner pour moi ? Je l'ai regardé. Arthur a remis sa pipe dans sa bouche. La braise a brillé une fois dans le crépuscule. Il m'a regardé. Long silence. Chloé, tu ne me demandes pas d'être un ouvrier. Tu veux que je marche sur les pieds de Walter encore une fois. Je vais rassembler quelques personnes pour toi demain matin. Le lendemain matin, Arthur avait amené 4 personnes avec lui. Marthe ouvrait la marche. Derrière eux venaient Georges, Thomas, Arthur et Ben. Arthur glissa sa pipe dans sa ceinture. Chloé, je t'ai amené tout le monde que tu voulais. J'ai préparé des fiches de paie à l'avance. J'en ai donné une à chacun. La paie journalière est de 30 € en espèces. Le déjeuner est fourni. En espèces. Sur quelle pente on commence ? Et voilà, le verger s'est animé. Arthur était chargé de mélanger la nourriture et de vérifier les tuyaux. Marthe dirigeait l'équipe pour ramasser les œufs et nettoyer les poulaillers. Le premier jour, Marthe a fait la cuisine. Ragoût copieux. 2 petits pains par personne. 3 jours plus tard, les commérages sous le grand arbre à l'entrée de la ville ont changé. Arthur est au verger de Chloé. 30 € par jour, en espèces. Le déjeuner est fourni. Ragoût copieux à volonté. Le soir du 7e jour, ils ont terminé le travail. Arthur était assis sous le grand arbre à l'entrée de la ville. Quelques anciens se sont rassemblés pour écouter. Ces poules, comparées à quand Walter les avait, ont au moins grossi d'une taille. Chloé sait bien mélanger la nourriture. Alimentation vivante fermentée. Les poules en mangent, grossissent et ne tombent pas malades. Et Walter, il jeta un coup d'œil sur la route de la ville. Il n'y avait pas la moindre émotion dans ses yeux. La porte de la cour de Walter était solidement fermée. Les mauvaises herbes avaient poussé dans les fissures de la pierre. Il est chez lui à boire seul. Son poulailler est propre maintenant. Il ne reste pas une seule plume. Cette porte était étrangement silencieuse dans le crépuscule. Une fenêtre du premier étage s'est entr'ouverte, puis elle s'est refermée. Arthur a raison. Walter est trop silencieux ces derniers temps. Depuis qu'on a commencé à payer des salaires fixes au verger, il n'a même pas montré le bout de son nez. Sa porte reste fermée toute la journée. Parfois, une fente dans la fenêtre du premier étage, mais je sais qu'il observe. Wyatt, depuis cette fois où il a essayé de couper la clôture périphérique, et je l'ai attrapé avec ma lampe torche, il ne sort plus non plus la nuit. Ce silence ne signifie pas qu'il abandonne. C'est qu'il prépare son prochain coup. Je suis allé en ville chercher du fourrage. Sur place, je suis passé au chenil en bordure de ville, et j'ai pris 2 bergers allemands noirs.
Puis je suis passé chez Liam et j'ai pris 4 caméras infrarouges solaires. De retour au verger, Arthur était accroupi sous le hangar à grains, en train d'aiguiser un couteau. Il a levé les yeux et m'a vu amener 2 gros chiens noirs hors de la benne du camion. Et s'est figé en plein geste. Tu as vraiment engagé des gardiens pour le verger? Ouais. J'ai enroulé la laisse autour de ma main. Si Wyatt ose s'introduire de nuit, ces deux-là le poursuivront jusqu'à ce qu'il soit nu. Arthur a fixé les chiens un instant, puis m'a aidé à enfoncer 2 gros piquets en fer de chaque côté de la grille d'entrée. Nous avons enchaîné les chiens au piquet. Les 2 chiens se sont couchés, le menton posé sur leurs pattes, les oreilles tournées vers le verger. Puis j'ai porté une échelle, et j'ai installé les 4 caméras en haut des arbres aux 4 coins du verger. Les caméras tournées vers l'extérieur, vision nocturne infrarouge, et le flux relié à mon téléphone. Après avoir vérifié la qualité de l'image, j'ai changé d'écran et ajouté une nouvelle note dans mon mémo, acheté 2 bergers allemands noirs, 4 caméras infrarouges solaires. Dépense, 840 €. Note, mise à niveau du système de défense. Dehors, il faisait complètement noir. Les 2 bergers allemands étaient couchés près de la grille d'entrée, leurs oreilles tournant lentement dans l'obscurité. Les journées de juillet étaient torrides. Pas de pluie depuis 5 jours. Pas de vent non plus la nuit. Cette nuit-là, à 1h30 du matin, mon téléphone a sonné. Une alarme du moniteur. L'écran s'est allumé. Sur la caméra 4, 3 silhouettes sombres rampaient depuis la carrière abandonnée à l'ouest du verger. L'infrarouge rendait tout gris blanchâtre. Ils se déplaçaient lentement, mais ils savaient où ils allaient. Pas de doute sur celui qui était en tête, Wyatt. Il portait un seau en plastique. Des torches attachées dans son dos. 2 inconnus suivaient derrière, voûtés. Des voix étouffées s'échappaient du récepteur. Wyatt va vraiment le faire, une fois l'essence versée, et que le vent se lève, toute la montagne s'embrase. Ferme ta gueule. À cause de cette salope, mon père ne peut plus lever la tête dans le village. N'est-ce pas elle qui a utilisé des insectes séchés pour voler nos poules? Aujourd'hui, je vais transformer toute cette montagne en une montagne morte. Verse. Wyatt a déversé l'essence dans mon verger. Il a allumé son briquet. Il a enflammé la torche. J'ai mis ma veste, attrapé la lampe torche robuste derrière la porte, et un pied de biche, glissé mon téléphone dans ma poche, et me suis dirigé vers le verger. Sur les images de surveillance, les torches flambaient déjà. À l'intérieur de la clôture, 2 bergers allemands se sont levés, oreilles dressées, épaules basses. Un grognement sourd grondait au fond de leur gorge. Wyatt a rapproché la torche de l'essence, puis s'est arrêté brusquement. Et a levé les yeux vers l'obscurité. Il a entendu un grognement. C'est quoi ce bruit? Rien, hein? Le second grognement était plus grave. 2 bergers allemands ont surgi silencieusement du verger. Des chiens. Les 2 bergers allemands ont chargé au milieu des 3 hommes, en ont plaqué un, et ont poursuivi et renversé un autre. Wyatt a reculé de 3 pas, a heurté un baril en plastique, et a roulé dans l'essence. La torche est tombée à côté. Il s'est ressaisi. Il s'est dépêché d'éteindre le feu, craignant de se brûler. J'ai poussé la porte, Allumé la lampe torche, et le faisceau l'a épinglé en plein visage. Les 2 autres voyous ont déguerpi frénétiquement dans l'obscurité vers la carrière. Wyatt a essayé de fuir aussi, mais un berger allemand a attrapé son pantalon. Il a perdu l'équilibre et s'est effondré sur la pente herbeuse. J'ai repoussé la torche du pied, et elle n'a pas pris feu dans l'herbe humide. Je me suis approché, et j'ai poussé le baril d'essence dans le fossé. Wyatt, tu as apporté de l'essence dans mon verger en pleine nuit, pour voir combien d'années tu prendrais pour incendie criminel? Les gyrophares illuminaient la moitié du village. Quand Richard Evans est arrivé en courant, encore en manteau, Wyatt était déjà poussé dans la voiture de police. Le seau en plastique et le paquet de bandes de tissu ont été mis sous scellé. Là, sous les lumières clignotantes, tôt le lendemain matin, quelqu'un tambourinait à la porte de la cour. Ça s'est arrêté après quelques coups, puis un bruit sourd. Quelqu'un s'est laissé tomber sur le pas de la porte. Walter s'est assis sur le seuil. Son visage était rouge. Il empestait l'alcool de la veille. Chloé, je t'en supplie. Wyatt, il a juste fait une erreur stupide. Si tu le laisses aller en prison, sa vie sera ruinée. Je me suis tournée et j'ai pris une mandarine sur la table. Je me tenais juste à l'intérieur du seuil, en l'appelant lentement. Monsieur Walsh, à l'époque, quand vos poules ont saccagé tous mes plans sur la colline, vous êtes-vous jamais demandé que ces plans étaient ce que mes parents avaient économisé en travaillant 20 ans sur la chaîne de montage? C'est à la cour d'en décider. Je ne signe aucune lettre de pardon. Je me suis levée. Je suis rentrée et j'ai fermé la porte. Après un long moment, la personne sur le seuil s'est levée lentement. Wyatt a été inculpé de tentative d'incendie criminel et condamné à un centre de détention. Walter n'est plus jamais venu frapper à ma porte. Alerte rouge pour forte pluie début août. J'ai tout de suite passé 3 appels. 2000 sacs de sable, 5 camions de gravier. Il faut les livrer ce soir. J'ai commandé 3 pompes de pluie. J'ai dit à tout le monde de faire des heures sup dès ce soir. Salaire double. Les vergers de montagne ne supportent ni la sécheresse ni les inondations. Quand une crue éclair arrive,
Si l'eau n'a nulle part où aller, elle emportera les plants. En soirée, plus d'une douzaine de personnes m'aidaient. Arthur a emmené 4 gars au verger. Ils ont nettoyé les principaux fossés de drainage à l'est et à l'ouest. Ils ont mis du gravier au fond, utilisé des sacs de sable pour renforcer les pentes, et les ont approfondis de 1 demi-mètre à 1,20 m. Marthe et une équipe père-fille ont conduit 4000 poulets dans le poulailler renforcé sur le terrain le plus élevé. Nous avons installé 2 couches de filets brise-vent. Nous avons aplati le toit et y avons soudé des câbles en acier. J'ai enfilé mon imperméable et vérifié les fossés de drainage toutes les demi-heures. Quand la pluie tombait le plus fort aux petites heures, une section du fossé ouest a commencé à s'effondrer, la terre glissait des parois. L'eau boueuse a débordé par-dessus les bords. Elle a coulé vers les plants. Arthur, trébuchant dans la boue, a dévalé la pente. Il a jeté un coup d'œil, s'est retourné et a plongé dans l'eau boueuse jusqu'à la taille, retenant le mur qui s'effondrait avec son épaule. Thomas a sauté aussi. Ben a sauté. Les femmes ont transporté des sacs de sable et les ont passés le long de la pente, de main en main. Personne n'a reculé. Un éclair a déchiré le ciel. Sur le talus au pied de la montagne se tenait une silhouette en imperméable en lambeaux. Le poulailler de Walter avait déjà disparu. Il se tenait là, simplement, attendant que mon verger se noie aussi. Alors que l'aube approchait, les villageois et moi avons traversé la tempête ensemble. Le vent est tombé, et puis la pluie s'est arrêtée aussi. L'eau de la crue dans le canal a enfin commencé à se calmer. L'eau de pluie ne s'était pas encore complètement écoulée, mais les parois du canal ne risquaient pas de céder à nouveau. Je me suis effondrée dans la boue. Mon imperméable avait 3 déchirures. Mes mains étaient couvertes de sang. Arthur, Marthe, Thomas et Ben, nous nous sommes assis sur la berge du canal, en nous appuyant les uns sur les autres. La boue sur nos visages s'était craquelée en fines lignes. Au bout d'un moment, Arthur s'est mis à rire, et les autres l'ont imité. Une cause juste trouve du soutien. J'ai enfin réalisé combien ces paroles étaient vraies. Mes 4000 poules élevées en plein air ont survécu. Les jeunes plants d'agrumes étaient encore debout en touffe sur la colline. Certains étaient penchés, mais leurs racines étaient encore dans la terre. Walter était toujours debout sur la terrasse au pied de la colline, murmurant amèrement quelque chose entre ses dents. Son imperméable l'avait protégé un moment, mais à la fin, la pluie l'a laissé tremper jusqu'aux os. Il s'est retourné et est reparti. De retour chez lui, il y avait des tas de poules mortes qui attendaient d'être éliminées. 3 jours après le désastre. J'ai payé tous les salaires, et j'ai donné à chacun une petite prime en espèces. J'ai sorti 50 caisses d'œufs de plein air de la chambre froide. J'ai cueilli quelques centaines de kilos d'oranges primeurs. J'ai chargé un chariot plein et les conduit au centre communautaire. Richard Evans comptait la liste des sinistrés. Il a vu ce qu'il y avait dans le chariot et a arrêté d'écrire. Chloé, qu'est-ce que c'est? Un don. Pour les personnes âgées et les familles dans le besoin qui ont été durement touchées. Il m'a regardé. Et il n'a pas refusé. Ce soir-là, sous le grand arbre à l'entrée de la ville, plusieurs rangées de personnes étaient assises pour se rafraîchir. Arthur fumait la pipe et racontait son saut dans l'eau boueuse pendant la tempête. Thomas a enchaîné. Sans le verger de la patronne Chloé, nous aurions été emportés, c'est vrai. Notre ville s'en est le mieux sortie cette fois. Ce sont juste ces 40 hectares. Quelques coups d'éventail et plus personne ne l'appelait plus comme ça. Au lieu de « cette fille », Chloé, ils l'appelaient tous patronne Chloé. De l'autre côté du pied de la montagne, le portail de la cour de Walter était encore fermé. Moins de 2 semaines après le typhon, la chaleur est revenue. Le soleil brillait du matin au soir. De la vapeur s'élevait du sol sur les pentes. Lors de mes tournées, j'ai remarqué quelque chose d'anormal. Plusieurs jeunes agrumes du côté sud avaient des feuilles qui s'enroulaient et jaunissaient. Je les ai retournés, et il y avait une couche dense de tétraniques rouille et de pucerons. Ensuite, j'ai creusé la terre autour des racines et j'ai trouvé plusieurs vers gris blanchâtres qui rongeaient les fins poils racinaires. Le typhon a apporté plus que de la pluie. Des œufs apportés par le vent des champs voisins ont rencontré ce temps chaud et humide et ont éclos à toute vitesse. Arthur s'est accroupi à côté de moi, retournant une feuille, écrasant quelques tétraniques avec ses doigts. Son front se plissa en un profond froncement de sourcils. Attaque en 3 volets. Tétranique, puceron, vert gris. Chloé, ça ne peut pas attendre. À l'époque, quand la ville cultivait des arbres fruitiers et faisait face à ça, ils traitaient ça avec du diméthote, ils arrosaient de dichlorvo et réglaient ça en 2 jours. Je ne pouvais pas pulvériser. En pensant aux 4000 poules dans le verger et aux alevins que je venais de mettre dans le réservoir, alors je me suis levée, enlevant les feuilles mâchées des branches. Si je pulvérise, ça va se déverser dans le ruisseau. Les insectes meurent, mais les poissons meurent aussi. Ensuite, mes oranges seront étiquetées toxiques pour toujours. Arthur a cessé d'essayer de me convaincre. Il savait ce que je voulais dire. Cet après-midi-là, quand je suis sortie de la ville sur mon chariot utilitaire, j'ai vu Walter avec une nouvelle tenue, assis sur son balcon du premier étage avec une assiette de graines de tournesol. Et un vieux télescope installé à côté de lui. Cette fille s'est-elle rendue idiote à force de lire? Elle ne peut même pas s'offrir des pesticides. Attends voir,
Ces jeunes arbres sur la pente seront bientôt du petit bois. Sa voix était juste assez forte pour parvenir à mes oreilles. Je ne me suis pas arrêtée, et ce soir-là, quand je suis rentrée, je suis restée éveillée à lire des documents et j'ai envoyé un email à un professeur de la faculté d'agriculture de l'université. Tôt le lendemain matin, j'ai conduit le chariot utilitaire en ville. Pas au magasin de pesticides. Le soir suivant, je suis rentrée de la ville avec ma charrette, pas de pesticides dans la charrette, juste quelques grandes boîtes en carton empilées. Sur le dessus, des bottes d'herbe à semis avec racines. Arthur a soulevé le couvercle d'une boîte, il est resté figé 3 bonnes secondes. La boîte grouillait de petits insectes, des acariens prédateurs, de la taille d'une tête d'épingle, se tortillant dans le son de blé aux côtés de coccinelles asiatiques. La moitié de la boîte était des larves, filant rapidement sur les séparations en carton. Pas de pulvérisation, juste lâcher des insectes. Lâcher des insectes. J'ai soulevé les boîtes de la charrette. Les acariens prédateurs mangent les tétraniques, un acarien peut en tuer plus d'une douzaine par jour. Les coccinelles mangent les pucerons. Je me suis accroupie et j'ai défait les bottes d'herbe. Agératum et luzerne, racines encore enveloppées de terre humide. Des mauvaises herbes? Agératum, son odeur repousse plusieurs nuisibles. La luzerne attire les ennemis naturels des vers gris, carabes et ichneumon. On ne tue pas les insectes, on invite leurs ennemis. Il m'a regardé, puis a donné les plans à Marthe. Arthur a creusé des trous, Marthe a enterré les racines, Thomas a porté l'eau de la citerne, et a bien arrosé chaque plante. Après avoir planté la dernière, le ciel était devenu sombre. Pour les vers gris les plus coriaces, j'avais une autre astuce. On a installé un grand pot dans la cuisine, versé un demi-pot de baies de margousier et de piment séché, on a rempli d'eau et fait bouillir. La vapeur épicée a fait tousser Marthe. Arthur a ouvert toutes les fenêtres. Après 1 heure de mijotage, on a versé le liquide brun-rouge dans des seaux. Mélangé à de l'eau, on l'a versé autour des racines des agrumes, arrosant un arbre, puis 2 pas, arrosant le suivant. Le mélange a lentement pénétré le sol. Ça marche vraiment. Non toxique, mais les vers gris ne supportent pas l'odeur. Ils sortiront du sol d'eux-mêmes. Où? Jusqu'à la surface? Je me suis levée et j'ai brossé la terre de mes genoux. Les poules attendent. Walter est assis sur le balcon depuis 5 jours. Chaque après-midi, pile à l'heure, il arrivait avec des vêtements neufs, des graines de tournesol et des jumelles. Les gens du coin qui passaient lui demandaient ce qu'il faisait. Il a pointé ma pente et a dit « J'attends juste un spectacle. » À regarder ses plants se flétrir et mourir. Cette gamine n'a pas acheté de pesticides, elle a lâché des insectes à la place. Comme si les insectes allaient vraiment marcher, un rat de bibliothèque, elle a perdu la tête. Le soir du 5e jour, il était encore assis là. Le matin du 6e jour, j'ai inspecté le verger jusqu'au versant sud. J'ai retourné une feuille qui avait été la plus recroquevillée et sèche avant. Le dessous était complètement propre. Quelques coquilles d'œufs de tétraniques flétries subsistaient. Les acariens prédateurs étaient autour des coquilles d'œufs, qui rampaient paresseusement. Les tétraniques? Partis. J'ai retourné quelques autres feuilles. Les pucerons? Aussi disparus. Les coccinelles bourdonnaient paresseusement parmi les branches. Chacune était bien dodue et contente. L'agératum que j'ai planté avait fleuri en violet pâle. La luzerne violette attirait des nuées de carabes et d'ichneumon. Ils s'enfouissaient près des racines, ils pourchassaient les larves de vers gris jusqu'à ce qu'elles n'aient plus de cachette. De temps en temps, une poule en liberté sortait en courant dessous les arbres, grattant le sol meuble, et picorait un gros vers gris. La poule a rejeté la tête en arrière et l'a avalée d'un coup. Toutes les feuilles recroquevillées et jaunissantes s'étaient déployées, et redevenaient vertes. Arthur me suivait, accueillit une feuille, l'a touchée, et n'a rien dit. Quand nous avons terminé pour la journée, je me suis tenue sur la colline et j'ai jeté un coup d'œil vers la maison de Walter de l'autre côté. Il était encore sur le balcon, ses jumelles juste baissées, serrées dans ses mains. Puis il s'est retourné brusquement, a claqué les jumelles sur la table. Le bruit des pieds de chaise raclant le carrelage était strident même à travers une demi-montagne. Il est entré en trombe. La porte du balcon a été claquée. Je suis rentrée et j'ai ouvert l'application Notes sur mon téléphone. J'ai commencé une nouvelle entrée, lutte biologique contre les ravageurs. Dépenses, 300 €. Tétranique, éliminé. Pucerons, éliminé. Vers gris, anéanti par les ennemis naturels. Un système de verger écologique très résilient. Après avoir tapé le dernier mot, dehors, les jeunes plants d'oranger sur la montagne bruissaient dans la brise du soir. Ce système avait pris racine dans ces montagnes. Les acariens mangent les insectes. Les poules mangent les vers gris. Le fumier fertilise les arbres nourrissent tout le monde, plus besoin d'acheter quoi que ce soit à personne. Juste après l'invasion d'insectes, la sécheresse est arrivée. Puis tout s'est asséché à nouveau fin août. Pas une seule goutte de pluie pendant plus de 20 jours d'affilée. Le ruisseau dans le ravin est passé d'un flot à un filet, et d'un filet à une simple tache humide dans les rochers. Le tuyau d'irrigation goutte à goutte est passé de l'aspersion aux gouttes à goutte. J'ai vérifié le réservoir. Le niveau d'eau baissait d'un cran chaque jour. La mousse au fond a blanchi gris-blanc. Les poules ne se battent plus pour la nourriture. Même quand je verse des insectes vivants fermentés dans l'auge, elles picorent quelquefois puis se retirent à l'ombre. Les nouvelles pousses d'agrumes tombent. Les feuilles s'enroulent en tubes serrés.
Le thermomètre est accroché au cadre de la fenêtre, la ligne rouge approchant 102 degrés. Arthur est accroupi sur la pente fissurée. La moitié du maïs de Monsieur Lee, de l'autre côté de la colline, a flétri à cause de la sécheresse. Ce ravin maintenant ne coule que 2 heures par jour, et l'eau n'atteint même pas notre étang avant que la carrière en amont ne la prenne. J'ai appelé la station d'approvisionnement en eau de la ville. Ils ont dit que c'est une opération de secours contre la sécheresse à grande échelle et que le quota d'eau agricole a été épuisé. Mes 40 hectares de collines sont trop grands. Je dois me débrouiller toute seule. Après avoir raccroché, je me suis tenue près du réservoir. L'eau restante au fond n'est qu'une fine couche, le sol sous mes pieds craque quand je marche. Le réservoir ne tiendrait pas jusqu'au week-end. Cet après-midi, je réglais la pompe à eau près de la piscine. J'ai entendu des pas derrière moi. Plus d'une personne. Walter se tenait à l'autre bout de la piscine. À côté de lui se tenait un homme d'âge moyen avec une mallette en cuir, des lunettes à monture dorée, un léger ventre. La façon dont il regardait le verger, comme s'il évaluait un morceau de viande, Chloé. Voici M. Brooks. Il gère les achats de Monopole en ville. La voix de Walter était forte et claire, c'est un vrai philanthrope. J'ai entendu dire que notre village a été frappé par la sécheresse, alors il est là pour aider. M. Brooks n'a pas tourné autour du pot. Il a sorti un contrat de sa mallette et me l'a tendu. Le réservoir d'eau de la carrière derrière la montagne est à moi. Relié à une rivière souterraine, il y a de l'eau toute l'année, signez ce contrat. Et je fournirai de l'eau à votre verger tous les jours, jusqu'à la récolte d'automne. J'ai feuilleté 2 pages. Puis j'ai refermé la 3e page. Les oranges se vendent à 1 euro au marché, et vous les prenez toutes pour 24 centimes. Vous achetez des poulets en liberté au prix de poulets en cage, à 3 euros pièce. C'est ça que vous appelez de l'aide? Chloé, en ce moment, c'est le seul qui peut te trouver de l'eau. Si tu dis non, d'ici une semaine, tous tes jeunes arbres sur la montagne vont sécher et dépérir. Tes poulets en liberté mourront de soif et de maladie. D'ici là, même si tu vas mendier, tout ce que tu as ici ne vaudra pas un centime. 3 jours, dans 3 jours, même si vous me suppliez, le prix baissera encore de 20%. Il s'est retourné et a marché vers le pied de la montagne. Walter l'a suivi de quelques pas et a jeté un coup d'œil en arrière vers moi. Il a souri, son message était clair. Ton eau est entre mes mains. Voyons combien de temps tu vas tenir. Je suis restée debout au bord du réservoir, regardant le reflet de la montagne dans l'eau, restant silencieuse. Signe ce contrat. Orange à 36 centimes le kilo, tout compris. Poulet élevé en plein air à 4 euros pièce. Les oranges sont à 1 euro le kilo sur le marché. Les poulets sont à plus de 20 euros, il les revend simplement. Il les gonfle plusieurs fois. Je peux même pas couvrir mes frais. Tous ces mois de dur travail. De la première pelletée d'insectes séchés, au bassin de fermentation, au fossé de drainage, aux 4000 poulets, tout ça, juste pour lui gratuitement. Si je signe pas, l'eau tiendra pas jusqu'au week-end. J'ai pris les cailloux dans ma main, et je les ai jetés un par un dans le bassin. Le niveau d'eau n'arrêtait pas de baisser. Le soir, Arthur était accroupi sur le flanc de la colline, une pipe serrée entre ses dents, la braise au bout vacillait dans le crépuscule. Devant lui s'étendait la pente pâle et sèche. Chloé, j'ai quelque chose à te dire. Quant à cette étendue de colline, ne te fie pas aux arbres et à l'herbe en surface. En dessous, c'est tout du roc. Le village a déjà foré quelques puits. Creuse environ 10 mètres, tu trouves de l'eau. Mais c'est pas de la vraie eau. Elle suinte des fissures dans la roche. Un peu de pompage et elle disparaît en 3 à 5 jours. Si tu veux que tes 40 hectares aient assez d'eau, tu devrais forer à travers cette couche de granit. Seul un appareil lourd qui atteint 200 mètres de profondeur peut le percer. L'ensemble coûte plus de 10 000 euros. Et il te faudrait une équipe de prospection professionnelle. Personne ne prendrait ce risque. Je me tenais à côté de lui. Sans un mot, j'ai ouvert discrètement l'application Notes sur mon téléphone. Je l'ai parcouru. J'ai moins de 10 000 euros de fonds de roulement. Forer un puits d'eau profonde. Un appareil de forage lourd. Pompe de puits profond et tuyaux de dérivation, il me manque au moins 6 000 euros. J'ai éteint l'écran. J'ai composé le numéro de Liam. Liam, tu peux me prêter 6 000 euros? Aide-moi à contacter l'équipe de forage en ville. J'ai besoin d'une équipe qui puisse forer 200 mètres à travers la couche de granit. Ce genre d'engin lourd. Chloé, tu sais ce que ça signifie de forer dans le granit? Un pari. Et si on fore 200 mètres et qu'on ne trouve rien, ou pas assez? Cet argent serait tout simplement enterré dans le sol. J'ai entendu parler de Monsieur Brooks. On pourrait juste gagner moins cette année. On pourrait ravaler notre fierté, traverser cette épreuve, et on trouvera une solution. Pas question. Si je ravale ma fierté aujourd'hui, tout le monde dans ce village va me marcher dessus à partir de maintenant. Monsieur Brooks nous propose un prix trop bas à cause de la sécheresse. Demain, il trouvera une autre excuse. Si je cède ma bouée de sauvetage, ce verger ne sera jamais vraiment à moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Un appareil de forage lourd, 200 mètres. Forer à travers la couche de granit sous nos pieds. Je dois prendre le contrôle de ma propre bouée de sauvetage. Liam n'a pas dit un mot de plus. Je l'ai entendu allumer une cigarette. L'argent arrivera sur ton compte demain matin, et l'équipe de forage? Je vais tirer quelques ficelles ce soir. On partira dans les montagnes demain soir. L'argent est arrivé tôt le lendemain matin.
Liam a transféré 6 000 €. Il a ajouté que la foreuse était déjà prévue. Cette nuit-là, dès que j'ai posé mon téléphone, Arthur et Marthe se tenaient déjà à la porte de la cour. Ils sont venus d'eux-mêmes. Derrière eux se trouvaient Thomas, Ben et Sam avec sa femme. Pas un seul ouvrier du verger ne manquait. Chloé a entendu dire que M. Brooks profitait de la sécheresse pour brader les prix. Walter s'est allié à des étrangers pour nous intimider, nous les villageois. On ne peut pas avaler cette insulte. Pour les prochains jours, on travaillera gratuitement. Quoi que vous disiez, on le fera. D'accord, quoi que vous disiez. Je ne les ai pas ménagés. Creuser les bassins sur le versant nord. On pompe l'eau souterraine profonde, mais elle ne peut pas être utilisée directement. Je me souviens clairement de mes notes de cours. Cette eau est glaciale toute l'année. Si elle va directement dans le système de gouttes, les racines des agrumes subiront des dégâts de gel, et les poules en plein air auront la diarrhée. Il faut construire des bassins en étage entre le puits et le verger, couche par couche, un niveau après l'autre, pour que l'eau se réchauffe et s'évapore au soleil. Ensuite, laissez les plantes la filtrer. Alors seulement elle peut entrer dans les tuyaux de gouttes. J'ai étalé le plan sur un rocher. La zone rocheuse au pied du versant nord, 3 bassins bordés de pierres à des hauteurs décalées. Arthur a jeté un coup d'œil, a attrapé sa pelle et est parti. Sous le soleil, le bruit des pelles retournant la terre résonnait du matin au soir. Arthur a creusé le fond des bassins. Thomas, Arthur et Ben ont déplacé des pierres pour construire les murs. Sam et sa femme poussaient des brouettes pour transporter du gravier grossier du ruisseau. J'ai posé la première couche de gravier grossier dans les bassins, comme base, des roches minérales au milieu, et du charbon de bois saupoudré dessus. Marthe a conduit quelques femmes à apporter des quenouilles et des balisiers. Elles les ont plantées en touffe le long des bords des bassins. Racines enfouies dans la boue humide, feuilles pendantes sous le soleil brûlant. Après les avoir arrosées, elles se sont peu à peu redressées. Quand les 3 bassins furent terminés, le crépuscule était tombé. L'entrée la plus haute reliée au puits, la sortie la plus basse au tuyau principal de goutte. L'eau devait cascader niveau par niveau, chauffer, purifier et exposer au soleil dans les bassins. Quand elle ressortait, elle n'était plus glaciale. L'eau de la roche était prête. Crépuscule. Au loin, un moteur sourd gronde sur la route de montagne sinueuse. Une lourde foreuse sur chenille tracte une longue structure. Elle prend le dernier virage. Des phares faibles traversent le crépuscule. J'ai demandé à Liam d'organiser l'entrée de nuit. En évitant la route du village, nous montons directement depuis le pied de la montagne. En restant loin de la fenêtre de Walter, la foreuse s'arrête. L'opérateur saute à terre, c'est un vieux foreur, environ 50 ans, son visage est strié de taches de graisse. Il s'accroupit à l'endroit du forage, tape le sol du pied, et lève les yeux vers les collines environnantes. C'est du granit en dessous, 200 mètres pas peu profond. Tu peux le faire ? Je peux, mais rien ne garantit l'eau. Si on tombe sur du rocher mort à mi-chemin, tout ça ne servira à rien. Toujours partant ? Fais-le. Le trépan mord le sol. Toute la foreuse sur chenille tremble. Un grondement profond se répand dans la vallée. Arthur met la pipe à sa bouche, mais ne l'allume pas, les yeux fixés sur le trou. Marthe se tient près du puits, se frottant les mains. Sam écarte la brouette. Les tiges de forage de 30 mètres s'emboîtent les unes après les autres. Seule la poussière de roche grise sort. À 50 mètres, la poussière devient plus fine, comme de la chaux broyée. Le vent la soulève. Arthur s'accroupit et en prend une pincée. Il fronce les sourcils. 100 mètres. Le grondement de la foreuse baisse d'un ton, mordant le granit. L'opérateur surveille le manomètre. Une goutte de sueur glisse dessous sa casquette. Je me tiens près de la foreuse, les 2 mains couvertes de boue. De la terre séchée s'est incrustée sous mes ongles. La poussière grise s'accumule en un petit monticule. Pas une seule goutte. Arthur retire la pipe éteinte de sa bouche et la tient dans sa paume. La foreuse continue de mordre. 120 mètres. L'opérateur tire sur la visière de sa casquette, sans nous regarder. Le 3e jour, le soleil se lève comme d'habitude. Près de la moitié des nouvelles pousses d'agrumes sont complètement tombantes. Les feuilles s'enroulent en tubes fins. Elles passent du vert au jaune flétri. Les poules se blottissent à l'ombre des arbres. Leurs cris sont faibles. Le réservoir s'assèche. Monsieur Brooks et Walter arrivent à l'heure. Monsieur Brooks jette un coup d'œil vers la colline à plusieurs reprises. Après avoir examiné les jeunes plants flétris, il se tourne vers moi. Les 3 jours sont écoulés. J'ai entendu dire que vous ferez un puits dans le granit, rêvez. Le contrat ne peut désormais être signé qu'à 20% du prix du marché. Signez-le, et j'appelle le camion-citerne tout de suite. Je ne les regarde même pas. Je me dirige directement vers la foreuse. Ça donne quoi ? Le granit est trop dur. Il faut passer à un trépan diamanté. Même avec la mise à niveau, rien ne garantit qu'on trouvera de l'eau. Si on tombe sur de la roche stérile, on ne récupérera pas un centime. On continue à forer ? Signez maintenant. Si vous attendez, chaque jeune plant sur la colline sera mort. Derrière moi, la voix de Walter me poursuit. Forer. Je prononce le mot entre mes dents. Même si je dois forer à travers ce granit, je verrai de l'eau. L'opérateur me regarde. Il tire sur la visière de sa casquette. Il se retourne et crie « Trépan diamanté, tout de suite !» Après avoir changé le trépan, le bruit de la foreuse a changé. Un bruit de coupe aiguë a déchiré le sol profondément. 190 mètres.
Toute la plateforme a tremblé violemment. L'opérateur a frappé le manomètre. L'aiguille a monté jusqu'à la ligne rouge. Puis elle est revenue en arrière. La foreuse a émis un bourdonnement grave et sourd. On a percé. On a traversé la couche de granit. Il a abaissé d'un coup le levier de levage. Puis, une colonne d'eau trouble a jailli du trou, transportant des éclats de roche et du gravier, comme un dragon blanc jaillissant vers le ciel. Une fontaine de 10 mètres de haut a jailli sous le soleil brûlant, se réfractant en un arc-en-ciel, Arthur a arraché son chapeau de paille. et l'a jeté à terre. Il a sauté et dansé sur le tas de pierres. Arthur, Ben et Thomas se sont embrassés. Marthe a attrapé la femme de Sam, riant et pleurant. Tout le versant nord a acclamé. Mes jambes ont flanché. Je me suis effondré sur le gravier. L'eau glacée tombait d'en haut, me trempant de la tête aux pieds. Cette eau était glaciale, portant la douceur venue de 200 mètres de profondeur. Brooks se tenait à l'ombre, le visage sombre et menaçant. Walter se tenait à côté de lui, le visage sombre aussi, pas un mot, regardant fixement moi et l'eau souterraine fraîche. L'eau souterraine est pompée dans les bassins en terrasse. Elle s'écoule étape par étape à travers les 3 bassins. Du sable grossier et des roches minérales filtrent les graviers et les solides en suspension. L'eau passe de trouble à clair. Dans le 2e bassin, les racines des quenouilles et des cannas absorbent les impuretés minérales. Leurs minuscules pétales tombés flottent à la surface. Le 3e bassin a cuit au soleil toute la journée. L'eau de surface est chaude au toucher. L'eau souterraine à 10 degrés se réchauffe jusqu'à environ 20. Plus glacée, je m'accroupis près de la sortie du 3e bassin et je recueille une poignée d'eau. Elle n'est pas froide, mais tiède, avec l'odeur du soleil. J'ouvre la vanne principale d'irrigation goutte à goutte et l'eau s'écoule dans les tuyaux jusqu'à la colline. Les colonnes montantes d'irrigation goutte à goutte s'allument les unes après les autres. Le bruit de l'eau qui ruisselle se répand du pied au sommet de la colline. Le sol craquelé, crépite dès qu'il est mouillé. De fines bulles montent des fissures du sol. Des feuilles d'agrumes enroulées en tubes se déroulent lentement dans l'eau. En partant de la marge de la feuille, elles redeviennent vertes petit à petit vers le centre. Les poules entendent l'eau et se lèvent de l'ombre des arbres. 1, 2, puis toute une volée. Elles volettent vers les colonnes montantes, se pressant autour des goutteurs pour boire. Leurs gloussements sont assourdissants. Je me lève et essuie la boue et l'eau de mon visage. Brooks, votre soi-disant aide opportune sait me faire une offre au rabais quand je meurs de soif. Ma dignité m'a offert une source qui ne tarit jamais. Je les regarde. J'ouvre l'appareil photo de mon téléphone et prends une nouveau mémo. Après la sécheresse, le temps est enfin revenu à la normale. Quelques pluies d'automne, et les jeunes plants d'agrumes ont bu beaucoup d'eau partout sur la montagne. Les nouvelles pousses sortaient les unes après les autres, couvrant toute la colline de verre frais. J'ai planté un cercle d'épines et de pyracantha autour du verger. Les buissons d'épines poussent vite, le pyracantha est dense, formant une haie naturelle. Les poules y ont donné quelques coups de bec, les ont trouvés piquants, et se sont contentées de vagabonder dans le verger. J'ai aussi jeté des alevins de carpes herbivores et de carassins dans le réservoir du ruisseau de montagne. Les poissons mangent les restes de fumier de poule et les fruits tombés, et ce qu'ils excrètent est décomposé par les microbes, se transformant en plancton qui nourrit à nouveau les poissons. Arthur s'est accroupi près du réservoir et a regardé longtemps. Les poules mangent les insectes. Leur fumier fertilise les arbres. Les poissons mangent le fumier de poule et les fruits tombés. Ton verger se nourrit maintenant tout seul. Presque, mais les feuilles mortes et les branches taillées s'accumulent au pied de la pente, pourrissent et alimentent le bac de fermentation. Il a claqué la langue et a secoué la tête. Liam est venu jeter un coup d'œil une fois, s'est tenu sur le flanc de la colline et a regardé autour. Il a embrassé du regard la montagne pleine de jeunes plants d'agrumes, les poules sous les arbres, les poissons dans le réservoir, et les fleurs d'agérate violettes qui fleurissaient entre les rangées. Chloé, tu sais comment on appelle ça? Ce n'est pas de l'agroforesterie, c'est un cycle culture-élevage. Ça rapporte bien plus que de simplement planter des arbres fruitiers. J'ai regardé la montagne verdoyante et n'ai rien dit, repensant à la première fois où je l'ai louée, ces jeunes plants abîmés, racines cassées, fichés dans un sol sec et jaune, racines pointant vers le ciel sur toute la pente, pas un seul intact. À l'époque, je me suis accroupie dans la terre, j'ai ramassé un plant cassé, et j'ai dit seulement 3 mots à mon père. Ça va, et maintenant, ça va toujours. Cette montagne a retrouvé la vie. En automne, le premier fruit est apparu. La première récolte d'agrumes à maturation tardive a été coupée des branches. La peau était d'un orange rouge vif et brillant. J'en ai pelé un. La chair était sucrée et fondait en bouche. Arthur s'est tenu sous l'arbre et a cassé un fruit en 2. Après avoir mangé, il a sucé ses doigts. Ces oranges, c'est du vrai. On ramasse 8 ou 900 œufs de poule en plein air par jour. Les coquilles sont épaisses. On en casse un dans un bol. Le blanc est épais et onctueux. Le jaune est d'un rouge vif. Ces œufs sont incroyables. Autour de la fête des moissons, j'ai créé un compte de courtes vidéos appelé le verger écho de Chloé. La première vidéo montrait un groupe de poules en plein air, qui grattaient le sol sous les arbres d'agrumes. 2 bergers allemands noirs patrouillaient sur le flanc de la colline. La deuxième vidéo montrait des agrumes fraîchement cueillis de l'arbre, avec les queues et les feuilles encore attachées.
Je me suis filmé en train de le peler pendant 30 secondes entières. J'ai zoomé en HD. On voyait la brume d'huile s'échapper de la peau. La troisième vidéo, on cassait un œuf. Le jaune orange rouge est tombé dans le bol, rond et rebondi. Le blanc était si épais qu'il s'étirait en fils. La légende n'était qu'une phrase. Sans pesticides, en plein air dans le verger, emballés dans des boîtes à œufs en mousse anti-choc, expédiés dans des cartons respirants. Les commandes affluaient comme des flocons de neige. Les citadins soucieux de leur santé voyaient le blanc d'œuf filant et le jaune orange rouge, et sans hésitation, ont commandé directement. Le premier lot s'est vendu en 3 jours. Le prix de détail était 30% plus élevé que le prix au distributeur. Arthur s'est accroupi dans le hangar d'emballage, pliant des cartons. En pliant, il a éclaté de rire. Ce truc se vend bien plus vite qu'au marché. Le 5e jour des ventes, les gens ont commencé à demander des remboursements. 1 ou 2, puis une série de remboursements. Toutes les raisons étaient étrangement les mêmes. Ils ont dit avoir vu des commentaires disant que c'était dangereux. J'ai ouvert la section des commentaires de la vidéo. Des dizaines de commentaires méchants s'alignaient en haut. Pulvérisés de pesticides, n'achetez pas ce mûri avec des hormones, ils sont mauvais pour vous. Cette Chloé, je ne sais pas qui. Je suis de sa ville. Cette femme ne pense qu'à l'argent, elle est complètement impitoyable. Le sol et l'eau dans les montagnes sont ruinés par les pesticides. Tous ces comptes sont nouvellement enregistrés, pas d'avatar, pas de publication, juste un nom, une longue chaîne de chiffres comme identifiant. Mais les commentaires arrivaient les uns après les autres et les likes étaient étrangement élevés. Quelqu'un organisait ça en coulisses. Marthe se tenait dans le hangar d'expédition, Fixant la table couverte de formulaires de retour et boîtes en carton ouvertes, ses yeux sont devenus rouges. elle s'est essuyé les yeux avec sa manche. Chloé, nos produits sont propres et honnêtes, et ils ont été ruinés par leur langue venimeuse. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai défilé jusqu'à ces commentaires méchants, et je les ai relus. Puis je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en coin. Marthe, va chercher Arthur et les autres. J'ai posé mon téléphone. Pas d'expédition aujourd'hui. Lance un direct. Lancer un direct et riposter? Pas pour riposter. Mais pour que la vérité les gifle en pleine face. J'ai installé mon téléphone sur le trépied devant le poulailler. J'ouvre le live, sans filtre. Je pointe la caméra droit sur le réservoir du ruisseau de montagne. Vous verrez par vous-même la source d'irrigation du verger. Des carpes herbivores et des carassins vivants du ruisseau. Ils remuent la queue sous l'eau. Je baisse la caméra. Les poules en plein air picorent sous les agrumes. Je m'approche d'un arbre. Je cueille un fruit jaune vif. Je l'ouvre avec les mains. Une fine brume d'huile d'agrumes gicle. Les quartiers sont dodus et translucides. Je croque une grosse bouchée, peau comprise. Le jus coule au coin de ma bouche. S'il y avait des pesticides nocifs, les carpes ne survivraient pas dans ce ruisseau. Si les agrumes étaient mûris artificiellement, je n'oserais pas les manger avec la peau. Les commentaires commencent à affluer. Je me dirige vers le poulailler. Je ramasse 4 fraîchement pondus dans le nid de paille. Arthur me tend un bol en verre. Je les casse sur place. Les jaunes orange rouge reposent bien dodus au fond. Les blancs sont épais. Ils s'étirent en long fils quand je les soulève avec des baguettes. Des poules traitées aux hormones ne pondent pas comme ça. Les spectateurs du live passent de centaines à des dizaines de milliers. Le chat s'emballe. Ceux qui ont annulé le regrettent maintenant. Ils me supplient de donner le lien. Ce sont de vrais œufs de plein air. Je leur ai dit que le stock d'aujourd'hui est limité, premier arrivé, premier servi. En moins de 2 heures, tout le stock du jour s'est vendu. J'ai gagné 100 000 nouveaux abonnés. 3 jours après le live, un camion frigorifique est entré dans le village. Richard Evans a conduit MI, au bord du verger. C'était le plus gros grossiste en produits agricoles de la ville, spécialisé dans les chaînes d'approvisionnement vertes haut de gamme. Il est entré directement dans le verger, a attrapé une poule, l'a pesée dans sa main, a vérifié les griffes et les pointes, puis a regardé l'auge et l'abreuvoir. Patronne Chloé, je prends ce lot. Dès qu'il a dit ça, une voiturette tout sautante est arrivée de la route du village. Walter la pédalait, la benne chargée de dizaines de poulets maladifs et maigres. Leur crête était pâle et molle. Il a garé la voiturette en travers devant le camion frigorifique, souriant jusqu'aux oreilles. Monsieur Lee, ce sont des poulets élevés en plein air, bio, nourris au gras. Monsieur Lee a baissé les yeux vers les poulets entassés dans la cage. Il a un peu froncé les sourcils. J'ai demandé à Arthur de pousser une cage en bambou. Dedans, les poulets en plein air avaient des plumes brillantes, des crêtes rouges et des corps robustes. Le regard de Monsieur Lee s'est déplacé de la voiturette de Walter à ma cage en bambou. Il a attrapé négligemment un poulet dans la cage en bambou, l'a pesé, a vérifié ses griffes et la couleur de sa crête, l'a remis et en a attrapé un autre. Il les a tous examinés, puis s'est tourné vers Walter. Gardez vos poulets pour vous. Le visage de Walter s'est figé. Patron Lee s'est tourné vers moi. Il s'est essuyé les mains. Devant tout le village qui regardait, à voix haute. Patronne Chloé, votre livraison. Je prends tous les œufs, les oranges et le poisson de l'étang. J'ajoute 20% au prix de gros. Signons le contrat maintenant. Il a sorti le contrat de sa mallette. Accroupi près de la table basse devant le poulailler, il a griffonné quelques lignes, il l'a poussé vers moi, et j'ai signé. Puis il a sorti une liasse de billets de sa mallette. Il me l'a claqué dans la paume. C'est la compte. Walter a poussé son chariot utilitaire cabossé.
Debout au bord de la foule, dans la benne, des dizaines de poulets malades entassés dans des cages. Personne n'a même jeté un coup d'œil quand il a fait demi-tour et est reparti avec son chariot. Les roues ont rebondi 2 fois sur le chemin de terre. Sa silhouette est devenue de plus en plus petite. Lors du règlement de fin d'année, j'ai tourné à la dernière page du mémo, 0 €. Revenu moins coût, j'ai tracé une ligne en dessous, bénéfice net, 42 000 €. Je me suis assise au bureau en fixant ce chiffre pendant longtemps, puis j'ai changé d'application et composé le numéro de papa. Le téléphone a sonné. Je lui ai parlé du bénéfice de cette année. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Bien joué. La voix de maman est intervenue de côté. Un peu étranglé. Tes efforts dans la montagne ce semestre n'ont pas été vains. J'ai raccroché. J'ai ouvert le grand livre à une nouvelle page, et j'ai écrit sur la première ligne. L'année prochaine, ajouter des abeilles et des chèvres noires, planter en intercalaire des plantes médicinales et du fourrage, et construire un système de verger écologique de montagne. Après le début du printemps, Walter a eu des idées. Il a rassemblé de l'argent et acheté plus d'une centaine de poussins, et m'a copié sur sa propre terre, plantant des dizaines d'arbres d'agrumes. Mais il ne savait pas comment sélectionner les races ou élever les plants, ne savait pas mélanger l'aliment fermenté, et encore moins vendre en ligne. Après des mois de lutte, les poulets sont devenus maigres ou sont morts, et les jeunes plants d'agrumes ont attrapé des insectes qu'ils ne reconnaissaient même pas. Quand il s'en est rendu compte, les feuilles étaient déjà dévorées. L'après-midi où il est venu me trouver, j'étais accroupie près des ruches en train de les inspecter. Il s'est tenu dehors, de l'autre côté de la clôture, et n'a pas dit un mot pendant longtemps. Chloé, et si vous m'appreniez à faire ça? Je l'ai regardé, j'ai refermé le couvercle de la ruche et me suis levée. Je n'ai pas de rancune profonde envers Walter. Il vit juste dans son propre monde. Il pense que pour réussir, il faut juste intimider les autres. Je lui ai appris les techniques. De la sélection des poussins à la nourriture d'insectes vivants fermentés, à la culture intercalaire du verger et à la prévention des maladies. Je l'ai même aidé à trouver un acheteur en ville. Je l'ai mis sur leur liste. Walter a étudié pendant une semaine. Le soir du 8e jour, il s'est accroupi près de la porte de son poulailler. Il a fixé les seaux d'aliments d'insectes vivants destinés à fermenter. Eau de rinçage du riz, son d'arachide, écorce pourrie. Il s'est retourné et est rentré. Le lendemain, ce qu'il a rapporté de la ville, c'était du son bon marché et des feuilles de chou pourri. Il les a mélangés dans l'auge. De toute façon, les poulets ne font pas la différence. Après un mois à bâcler le travail, ces poulets ont commencé à avoir la diarrhée. D'abord juste quelques-uns, puis une grande quantité, et les plants d'agrumes ont eu des insectes. Il a pensé que c'était le sol pas assez fertile et s'est empressé d'appliquer de l'engrais chimique. Après un traitement, les insectes ne sont pas morts. Toutes les nouvelles pousses se sont recroquevillées. Il s'est accroupi à la porte de ma cour, le visage blême. Chloé, les méthodes que tu m'as enseignées sont erronées. Mes poulets sont tous malades, et les plants ont des insectes. J'ai doucement fermé le couvercle de la pompe à air. Je me suis retournée et je l'ai regardé. Les méthodes que je t'ai enseignées, combien de jours les as-tu utilisées? La bouche de Walter s'est ouverte et fermée. Il se tenait dans la cour, sans un mot, s'est retourné et est parti. Je ne l'ai plus jamais contacté. 2 ans plus tard, mon verger s'est agrandi. Nous avons ajouté des abeilles et des chèvres noires, et la culture de plantes médicinales. Nous avons aussi planté de l'herbe fourragère en intercalaire entre les rangées d'agrumes. Les chèvres mangent l'herbe, les abeilles butinent et pollinisent, et les arbres donnent des fruits. Les visiteurs de la ville se tenaient sur le flanc de la colline, ont pointé du doigt la pente verdoyante et ont demandé « À qui est cet endroit ?» Marthe descendait la colline en portant des caisses d'œufs. Sans même lever les yeux, elle a dit d'un ton comme si c'était évident Patronne Chloé. « Et bien sûr, je suis cette patronne Chloé. »